Soyez les bienvenus sur cette plateforme de la radio Kimuntu pour les histoires mystérieuses de l'école Kimuntu dans les contes, les histoires du royaume Congo. Nzambi, le dieu du ciel, et Simbi, la déesse des eaux. À l'origine des mondes, Nzambi, le dieu du ciel, entretenait de très bonnes relations avec Simbi, la déesse des eaux. Nzambi enjambait les montagnes, descendait les vallées ou pour rendre visite à sa bien-aimée Simbi au fond des eaux. C'était un dieu. Simbi aussi rendait visite à Nzambi au ciel. Avant de descendre au fond des eaux, Nzambi faisait une escale sur terre pour voir les hommes qu'il avait placés sur cette partie de l'univers. Un jour, Simbi se plaignait de la solitude auprès de Nzambi. « Compère, regarde comme je souffre toute seule. Tout au moins, dans le cieux, tu as tes petits-enfants, les anges, qui te tiennent compagnie. Mais moi, je n'ai que ce monde qui m'engloutit comme compagnon que des poissons, des êtres avec lesquels je ne peux même pas m'entretenir. Je ne parle que quand tu es là. À ton absence, à qui puis-je parler? Je voudrais avoir pour compagnon des êtres humains. Que faire pour peupler mon monde des vrais êtres humains? Commère, que puis-je te dire? Je comprends ta peine, mais je ne saurais te conseiller. Prendre les gens de la terre, c'est difficile. Ils ont peur de venir ici. Que faire alors? Simbi trouva une idée et convoqua tous ces sujets, les poissons. Chers sujets, que c'est une grande peine d'être seul dans la vie, de n'avoir pas quelqu'un à qui parler de temps en temps de ses joies, de ses chagrins et de ses soucis. Vous ne pouvez savoir combien c'est pénible de supporter seul les poids de la vie. Vous êtes nombreux. Vous constituez une famille, un clan, une tribu, une race. Mais moi, votre reine et déesse, je suis seule, toute seule. Je voudrais rompre cette solitude. Comment? Alors je pensais. J'ai réfléchi. Nous organiserons une grande fête. Le tam-tam résonnera. Vous danserez pour que les terriens sachent que nous aussi, nous dansons. Et dans cette joie environnante, vous sauterez et tomberez sur terre pour que les hommes vous prennent, vous ramassent et vous mangent. Et nous verrons maintenant comment se terminera la fête. Pour sa fête, Simbi la déesse et reine des eaux avait choisi une rivière qui franchissait un pont très fréquenté. Simbi regardait, les poissons sautaient et savait ce qu'il devait faire. Hop! Sur un homme qui vint à passer sur le pont. Hop! Un autre poisson le frappa sur la tête et tombant dans la berge devant lui. L'homme s'arrêta, bouche bée. Instinctivement, il ramassa les deux poissons. D'autres poissons se mirent à bondir sur la berge.
et des passants intéressés s'associèrent aux premiers pour en ramasser. Bientôt se fit une grande carnaval sur la rive de la terre. Les gens couraient de tous les coins de la contrée pour venir prendre part à la foire gratuite de la nature. Du fond des eaux, les tam-tams résonnaient encore plus fort, invitant les gens à venir constater ce dont les poissons sont capables. Les tam-tams résonnaient. Et en chœur d'autres poissons reprenaient les refrains. Lengola. Onzambia ekuzulu osimbi mumazalengola kele 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 lengola Onzambia ekuzulu osimbi mumazalengola kele 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 kele. Réjouissons-nous. Réjouissons-nous et chantons la louange des Nzambi dans le ciel et des Simbi dans les eaux. Réjouissons-nous, réjouissons-nous. De nombreux badauds venus de tous les coins de la terre s'étaient rassemblés là depuis des jours pour participer à la fête des poissons. Une fête qui semblait ne pas finir. Les gens des villages lointains avaient bâti à cet endroit un nouveau village pour la circonstance et la fête du monde aquatique qui se poursuivait. À l'horizon, les ciels s'obscurissaient et semblaient vouloir apporter une note lugubre à la gaieté des hommes. Mais cela ne les inquiétait point. C'était la saison sèche. Qui pouvait penser un seul instant voir tomber la pluie en ces mois de juillet? Oh, peut-être que Nzambi lui-même, enviré par la bonne musique sur terre et sous l'eau, veut nous rafraîchir un peu, penser quelques superstitieux. De toute façon, ce ne sera qu'une légère pluie qui n'empêchera nullement les hommes de continuer leur réjouissance. Les festivités continuaient. Les gros nuages noirs à l'horizon poursuivaient son chemin et très vite, il envahit tous les ciels qu'il assombrit. Quand les hommes entendirent des grondements de tonnerre, ils répondirent par des clameurs de joie et les applaudissements. Continuons notre fête, se dirent-ils. Le ciel en colère n'effraya nullement les fêtards. Puis quelques heures plus tard, la pluie commença à tomber. D'abord fine, elle devient plus forte et enfin torrentielle, dispersant la foule et l'obligeant à rentrer dans le huttes. Certains humains plus têtus que les autres qui ne voulaient pas quitter la fête se retrouvèrent trempés jusqu'aux os. La pluie sur les ruisseaux et les rivières a sémé ses chagrins d'eau, autant de fois qu'il s'est clos l'œil du Dieu du ciel. Pour aider Simbi, d'autres génies déclenchèrent des violentes tempêtes. Les ruisseaux et les rivières se sont enflés, sont sortis de leur lit. La pluie devint déluge et entraîna dans son lot hommes, bêtes, vivres et huttes. Même les hommes les plus courageux ne parvenaient pas à résister à l'eau qui charriait arbres, plantes et roseaux. Les villages étaient devenus une grande nappe d'eau
tumultueuses. Des eaux boueuses dévastaient les lieux. Les cris de détresse des hommes se perdaient dans le grand bruit des eaux. Ce firent les pires inondations que la terre ait jamais connues depuis sa création par les dieux, les Nzambi. C'est les baobabs, les fromagers, les crapauds et les caméléons survécurent à l'inondation. Tous les arbres firent tordis par les puissants rafales des vents. Les crapauds et les caméléons, voyant autour d'eux les décombres laissés par la pluie, décidèrent de rentrer dans leur village. « Toi qui marches plus vite, dit le caméléon à son compagnon de malheur, prends la clé de ma case. Je te permets de l'ouvrir, si elle tient encore debout et de voir. Si cette averse n'est pas laissé quelques dommages, j'arrive après toi, doucement, doucement, à mon rythme habituel comme tu le sais. Je le sais, mon frère. Cependant, aie confiance en moi. Je ferai chez toi tout ce que tu m'as demandé d'y faire. Si ta case est encore debout, tu la retrouveras bien nettoyée et propre. Bah, 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 dit le crapaud. Le crapaud arriva rapidement chez le caméléon. Il mit de l'ordre dans la hutte du caméléon et se plie à y demeurer, oubliant de continuer sa route vers sa propre case. Les voisins n'en firent pas tellement surpris, surtout qu'ils connaissaient les bonnes relations qui existaient entre les crapauds et les caméléons. Le caméléon arriva enfin chez lui un soir sous une pluie fine. Il toqua à la porte, s'annonçant et demanda que son ami lui ouvre la porte. Le crapaud refusa, répliquant à l'autre que ce n'était quand même pas à cette heure-là qu'on pouvait venir déranger un maître de la maison dormant paisiblement chez lui. Malgré les appels répétés du caméléon, le crapaud n'ouvrit pas la porte et l'autre passa la nuit dehors sous la pluie. Le caméléon raconta ses malheurs aux passants et aux habitants du village. Même le chef auprès duquel il alla se plaindre vit son autorité bafouée quand il vint sur les lieux. La hutte ne s'ouvrit pas. Le crapaud rétorqua au chef qui ne les connaissait pas. Cro, cro, garde-toi, garde pour toi. Et pour t'exiger ton titre de chef de cette maison, je suis le seul maître. Que faire pour reprendre mon logement? Se demanda le caméléon. Un habile joueur de tam-tam ferait l'affaire, lui proposa un sage du village. Les crapauds adorent entendre les sons du tam-tam. Ils aiment danser et se délecter à voir danser des jolies filles, des jolies jeunes filles. Ainsi, le caméléon loua donc l'orchestre Sanga, qui joua près de la case pendant 2 jours consécutifs. Les gens chantèrent et dansèrent. Les crapauds entendit les sons du tam-tam et les refrains entonnés par les musiciens et le chœur. Peut-être dansait-il dans la case. Personne ne le sut, car le tam-tam ne réussit pas à l'entraîner hors de sa cachette. On conseilla au caméléon d'aller prendre un autre orchestre, celui de Lutendele, très efficace dans ce genre d'opération. L'orchestre de Lutendele vint. Il joua d'abord à l'entrée du village. Les tam-tams résonnant, des voix montèrent. Les jeunes filles qu'ils avaient emmenées dansèrent une danse à la mode, une danse lascive pour les plus grands plaisirs des hommes, et la foule entonna ses refrains. Emunuzangwa Luanda, Ezaïza Dodetalindo. Et voici que les oiseaux de Luanda sont venus briser la pierre, dirent-ils. Entendez par là la pierre à l'entrée de la tanière dans laquelle s'est caché ces énergumènes que l'on n'arrive pas à faire sortir.
La musique entraînante de Lutendele fit s'élever le chef du village lui-même, qui, trépignant jusqu'à l'entrée du village, alla souhaiter personnellement la bienvenue aux musiciens. Le tam-tam résonna encore près de la case où se cachaient les crapauds. Un refrain captivant. Une danse lascive dansée par des jeunes filles très belles. Des rires, des cris, des acclamations fusaient de toutes parts. Un spectacle irrésistible avait rassemblé sur la place tous les gens valides ou infirmes de la contrée. Chacun essayait à un moment ou à un autre d'esquiver un pas de danse. Ceux qui ne pouvaient plus se servir de leurs jambes dansaient avec leur tête et leur cœur. On tapait du talon, les danseurs allaitaient. Au deuxième jour, les crapauds ouvrirent la fenêtre. On pouvait les voir danser dans la case du caméléon. Au troisième jour, au son de la mélodie qui sautillait sur les cordes, les crapauds ouvrirent la porte de la hutte et rejoignirent les danseurs. Il entra dans la danse, entraîné par la musique, enivré et heureux. Fasciné, il dit: « C'est le meilleur orchestre de la contrée et celle qui est réussi à m'attirer dans la danse. Pour moi, vous continuerez à jouer encore pendant 2 jours, 2 jours, oui, 2 jours. Vous jouez encore pendant 2 jours. » Et il les aspergea des vins de palme. La danse continua dans l'eau. Les crapauds acheta du vin de palme pour les musiciens et les danseurs. Il en fit boire aussi à ceux qui l'acclamaient. On bit à la santé du chef Quilou les crapauds. Pendant ce temps, les caméléons et d'autres villageois s'étaient éloignés pour ourdir sa capture. Soudain, quelqu'un qui dansait près du crapaud fit un faux pas et bita contre lui. Le crapaud chancela et s'écroula pesamment. Un homme l'aida à se relever, mais tout en présentant ses excuses, il les ceintira et les livra à d'autres hommes plus brutaux qui soudain le lièrent pieds et mains. Le pauvre crapaud n'y comprenait rien. Mais que faites-vous là? Qu'est-ce que je fais? Au secours, qu'est-ce que je fais? On continua de les battre et on les conduisit devant le chef du village et les anciens qui les condamnèrent au bûcher. Le caméléon regagna enfin sa case. Ce déluge provoqué par Simbi est à l'origine de la mort de l'homme par noyade. Tout homme qui meurt dans l'eau va peupler le monde de la déesse Simbi. Nkenge est mauvaise fille. Il était une fois des filles partirent de leur village pour un autre pour se faire tatouer les visages et se faire limer les dents, selon la tribu, conformément à la coutume, ce qui faisait aussi pour les garçons, mais constituait par surcroît aux filles une sorte de beauté si ces signes avaient été bien faits. Quelque temps après, en forêt déjà parmi elles, il y avait une fille nommée Kenge qui portait au dos sa sœur cadette, laquelle sursauta lorsque celle-ci s'est mise à pleurer, se rappelant d'avoir oublié de prendre avec elle une maracas, instrument musical qu'on manie pour calmer les bébés quand ils pleurent. Elle résolut alors d'y retourner pour les prendre et dit à ses compagnes de l'attendre. Mais ces dernières ne s'y consentirent
pas, car les trajets à faire étaient très très longs et qu'elle ne pouvait pas s'amuser à s'arrêter en chemin. Toutefois, comme elle ne voulut changer sa résolution, on lui dit que quand elle se remettra en route, de suivre les chemins signés s'il lui arrivait de choisir entre des sentiers afin de ne pas s'égarer. Quand elle repart de leur case plus tard, traversant la forêt, cette vaste forêt, cela arriva. Mais il faut dire que ses camarades, par intention malveillante, avaient signé les chemins non suivis. C'est lui qui accède à la case d'un vieux tébou qui marchait péniblement, ayant à la jambe gauche une grosse plaie infectée qui exhalait une mauvaise odeur. Elle eut peur de se trouver en face d'un tébou. Ce dernier la rassura et comme il avait besoin de secours, il les lui demande et ensuite il lui promit de faire ce qu'elle visait en prenant ses chemins. Y ayant été informé comme il s'y connaissait. Ainsi, bien que mal à l'aise, la jeune fille les traita pendant des jours, en lavant quotidiennement sa plaie avec de l'eau chaude, imbu de feuilles de plantes médicinales qu'elle allait cueillir aux environs de sa demeure. Quand ce dernier recouvra sa santé, après qu'il ait fait ce qu'il lui avait promis, il lui dit de retourner chez ses parents. Lorsque celle-ci arriva au croisement de son chemin, et celui qui suivait ses camarades, elles les rencontrèrent. Rentrant au village comme elle, alors ces mauvaises filles, tombées en admiration pour ses tatouages et ses incisions dentaires bien faites, lui demandèrent de leur indiquer là où elle s'est fit faire des si jolis signes pour qu'ils y fassent arranger les leurs qui n'étaient pas du tout comme cela. Mais puisqu'elle ne répondit pas favorablement à leurs demandes, elles la battirent à mort, la jetèrent avec les bébés qu'elle portait sur les dos dans un ruisseau et poursuivirent ensuite leur chemin. « Où sont nos enfants ?» demandèrent leurs parents quand ces filles arrivèrent au village. « Nous ne savons pas, » répondirent-elles. « Nous étions ensemble au départ, mais quelque temps après, Kenge nous a quittés pour venir prendre les maracas qu'elle avait oubliées ici au village, afin d'amadouer avec ceci sa cadette qui plairait. Puis nous ne l'avions plus vue. » Or, c'est des enfants qui ne se noyèrent pas, mais plutôt la sirène les recueillit, et là, sous l'eau, elles vécurent heureux. Plus tard, un homme qui était allé couper des lianes dans la forêt entendit une voix qui chantait dans les ruisseaux. Eyo moka timbiloyo, eyo moka timbiloyo, zabisata tana mama, kenge bazikula mumaza makengo ve makuvanda ve. Toi qui coupes les lianes, va dire à mon père que Kenge a été jeté dans l'eau pour les signes indélébiles de la beauté. Coupez, coupez, vite tes lianes, coupe vite. Enge moka timbiloyo, enge moka timbiloyo, zabisata tana mama, kenge baduku la mumaza makamba ve kulanda ve. L'homme effrayé se sauva. Là-bas dans l'eau, une voix chante, dit-il. Puis il retourna une autre fois parce qu'il n'était pas sûr d'avoir bien entendu. Aussitôt commença-t-il à couper ses lianes que la voix s'est mise à chanter. Enge muka timbiloyo, enge muka timbiloyo, zabisata tana mama, kengo baduko la mumaza gulanda ve guwanda ve. Toi qui coupes des lianes, va dire à mon père que Kenge a été jeté dans l'eau pour les signes indélébiles de la beauté. Coupe vite tes lianes. Coupe vite. Ainsi, en retournant au village, cet homme dit ce qu'il avait entendu là-bas. Et le père, surpris, dit à Barbitien, « Est-il vrai ce que vous dites? Si, vraiment. Allons vite ensemble, je vais voir et écouter. » Poursuivit-il excité. Puis, dès que le coupeur de lianes commença avec les autres, comme les autres fois, il se perd convaincu de se retrouver avec ses enfants.
en y reconnaissant la véritable foi de sa fille, dit « Que faire? Que faut-il faire ?» en s'approchant de l'endroit d'où sortaient les chants. « Sans doute chercher des dents, » répondit le coupeur de lianes. Mais aussitôt qu'il fut descendu là pour examiner, il voit gémir devant lui une jeune fille, une jolie grande caisse qu'il se glisse de ses mains en voulant la prendre, remontant étrangement le courant de l'eau avec une telle rapidité. Bientôt vient une nouvelle caisse, qui est cette fois-ci une vilaine caisse, mais qui se soumet à la volonté d'être reçue. Et c'est dans cette caisse que la sirène avait embarqué Nkenge et sa sœur pour les lui rendre. Ces derniers, aidés par le coupeur de lianes, la fait sortir de l'eau et découvre en l'ouvrant ses deux enfants richement habillés et les amenant au village où toute la famille fêta avec un grand repas et beaucoup de vin de palme cet événement. Cependant, les mauvaises filles alarmées parce qu'elles alléguèrent aux parents de leurs victimes sur leurs absences s'enfuirent dans la forêt. Au moment où elles voulaient traverser les ruisseaux où elles avaient jeté ses enfants, l'eau se souleva mystérieusement et les dévora. Ngo la dame le léopard, Nkombo le mouton et Nsa l'antilope, l'équipide malin. Autrefois quand dame léopard mit bas, elle se fit engager Nkombo, les moutons pour la garde de ses petits. Afin de l'aider dans son devoir familial. Ces derniers exerçaient consciencieusement son emploi. Au cours des premiers jours, il leur donnait du lait des vaches, les meilleurs et les plus engraissants que leur mère préférait pour ses enfants. Contrairement à ce qu'elle pouvait leur donner de son propre lait, et s'en approvisionnait de temps en temps. Quand ils atteignirent l'âge où ils pouvaient manger, ils les nourrissaient de la viande provenant de la chasse de leur mère, Dame Léopard. Ils étaient 4. Quatre mignons léopardos qui vivaient dans une cavité située dans un coin de la maison. Lorsque Dame Ngo arrivait chez elle, revenant de la chasse avec du gibier, elle demandait en Nkombo de le compter de la cavité pour savoir s'ils étaient au complet et s'informer de leur santé pendant qu'elle prenait son réfléchissement dans l'autre pièce de la case. Mais elle ne descendait que rarement dans ce creux, rassurée par les bons officiers de Nkombo. Mais un jour, à son absence, l'antilope étant de passage, apercevant Nkombo, son oncle, au seuil de cette maison, il s'arrêta là. Après qu'il ait salué, il pénétra dans la maison, laquelle parcourut-il et découvre les petits. « Oh !» s'écria-t-il. « Qu'ils sont bien gras, les petits, comme ils doivent être bons à croquer. » En effet, ces paroles flatteuses firent précipiter les gardiens de la cavité de la maison. « Laisse-la, les petits, laissez-la !» lui dit-il vivement. Si c'est là quelque considération ou plutôt quelque complaisance que tu me demandes, je te supplie de ne pas me chercher la mort par leur mère. Oncle, c'est simple, répliqua ça. Ne t'imagine pas qu'il arrive un péril.
avec un peu de rue seulement, tout s'arrangera. Donc, si elle te demande de les compter quand elle sera là, compte un enfant une fois et deux sur celui que nous allons soustraire ainsi de suite. Non, 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 Linkombo. Non, 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 ben, non. Quoi que tu me dises, rien ne pourra m'intéresser à me jeter dans un funeste danger. Je n'y consens pas. Mais après beaucoup de paroles douces comme le miel, les gardiens de la cavité mit un petit au bois en broche. Et après les rôtissages, ils prirent sa viande appétissante. Oui, se réparèrent. Quand Dame Léopard retourna de la chasse, Kombo compta un enfant pour deux, comme il s'était convenu avec son neveu qui ne manqua d'être là encore le lendemain. Cette fois, ils préparèrent des petits pour satisfaire à leur faim. Lorsque Dame Léopard fit des retours de la chasse, Kombo comptant les petits pour 4. Effectivement, les jours suivants, Nsa était une fois de plus là pour partager les restes. Mais après ce dernier repas, tout d'un coup, Kombo se sauta avec violence secousse. Il commença à pleurer en poussant des cris épouvantables et se jeter par terre avec une douleur inexplicable. Où avais-je mis l'esprit? J'ai fait périr ces petits que j'ai traités affectueusement. C'est moi qui suis le plus coupable de leur perte, se dit-il. Néanmoins, Nsa l'interrompit en disant: tes larmes et ta douleur ne feront pas revivre les petits. Nous ferions mieux de fuir, car si nous restons encore un moment ici, nous pourrions être surpris par la mer et rien ne la pécherait de les venger. Peu de temps après qu'ils firent échapper, portant la vie au loin, ils aperçurent Dame Léopard revenant de la chasse. Alors, pour ne pas risquer d'être vus, ils se réfugièrent dans un trou qu'ils rencontrèrent fortuitement près de là, en se couvrant de la terre. Nsa était au premier plan, tandis qu'un Kombo au deuxième, les deux bouts des cornes dehors. Lorsque Dame Léopard arriva à sa case, elle ne vit pas un Kombo. Toutefois, s'en alla voir ses petits-enfants dans la cavité et ne trouva que des traces de sang. Ce qui la serra sans doute, c'est ce qu'ils étaient devenus. Elle sortit aussitôt et alla à vivre à lire en quête du meurtrier, dans tous les sens, interrogea tout passant, puis elle cogna quelque part des objets qui étaient par malheur les deux extrémités des cornes de l'oncle Kombo qui restaient à la surface de la terre. Celui-ci lui firent tellement mal. Elle rentra chez elle, d'où repartit-elle munie de sa machette pour les mettre en 1000 morceaux. Aussitôt arrivée, elle commença à les frapper à tel point qu'un Kombo chuchota à son neveu qu'on lui faisait du mal aux cornes. En ce moment inquiétant, tout en se mettant à creuser pour permettre à ces bouts de cornes de changer de position. Ce dernier lui dit doucement de prendre patience. Aïe, aïe, je vais pleurer. Et il pleura. Bah, bah, bah. Et la Dame Léopard, qui ne s'y entendait pas, réalisa par ses cris qu'il s'était caché là la personne qu'elle cherchait. Elle la déterra aussitôt tout en les mettant en pièces pendant que l'autre continuait les creusages. Eh bien, Champagne, c'était
Votre Pangi Kisarinkela Wamazulu, Sonika de l'école Initiative Kimuntu, sur cette plateforme pour vous, les aventures mystérieuses de l'école Kimuntu dans la rubrique. Nous avons ce soir lu les contes du royaume Congo et les contes Zombo et Congo. Je vous remercie pour avoir été avec moi, pour avoir partagé, je voulais dire, ces moments délicieux avec moi. Et je vous donne rendez-vous pour les prochains dimanches à la même heure. Je vous souhaite un bon dimanche et une bonne journée.